Bonjour et bienvenue pour cette édition 2022 des Vœux du Froid. Alors vous êtes 270 à nous suivre ce soir avec plusieurs ministères représentés, la DGPR, la DGEC, la DGITM, la Direction Générale du Trésor, l'Éducation nationale, l'agriculture, mais aussi l'Agence française du développement, des OPCO et plusieurs ressortissants de pays francophones. Donc merci de votre présence. Cette année, pas moins de 10 associations ou organisations professionnelles unissent leurs voix pour évoquer la diversité des métiers du froid et leurs atouts, notamment au cœur de la transition énergétique et des enjeux de l'environnement. Réunis autour de l'Association française du froid et de l'Institut international du froid, nous aurons le plaisir d'accueillir les techniciens et ingénieurs de l'ICVF, les experts judiciaires de la CNEFIC thermique, les fabricants de matériel du SINEG et du Niclima, les distributeurs de fluides frigorigènes de la DC3R, les installateurs frigoristes du SNEFCA et les associations Alliance Froid Climatisation Environnement et Association française des pompes à chaleur. Depuis quelques années déjà, les métiers du froid et des pompes à chaleur n'arrivent pas à recruter suffisamment de salariés pour faire face à la demande, et le phénomène ne fait que s'accentuer ces dernières années. C'est un paradoxe, les métiers du froid ont des atouts, mais peinent à recruter. Pourquoi, comment? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. J'accueille sans plus attendre Didier Coulon, directeur général de l'Institut international du froid. Alors, l'Institut international du froid est une organisation intergouvernementale qui regroupe 59 pays et dont le siège est basé à Paris. C'est en quelque sorte les Nations unies du froid. L'Institut international du froid a vocation à diffuser de l'information scientifique et technique sur le froid dans le monde entier. Didier Coulon, bonjour. Bonjour. Alors, la France fait-elle l'exception ou les métiers du froid ont-ils le vent en poupe ailleurs sur la planète? C'est vrai dans le monde entier. La France n'est vraiment pas une exception. Je crois qu'il faut se rendre compte que le froid, c'est un des principaux employeurs de la planète, peu après les automobiles, mais avec une croissance en emploi qui est 2 fois plus rapide dans le monde que dans les autres secteurs, la moyenne des autres secteurs. Et donc, c'est un métier qui est nécessaire, qui se développe en France et de l'ordre de plus de 2,6% par an. Donc, c'est en plus des emplois durables, c'est 90% de CDI. Ce sont des emplois répartis pour ce qui est du territoire français de toute la France, parce que ce sont essentiellement des PME, donc je dirais qu'il y en a pour tout le monde. Et je voudrais ajouter une chose qu'on ne sait peut-être pas suffisamment, c'est que dans tous les pays du monde, on constate qu'il n'y a pas plus de 30% de femmes dans ces métiers. Et en France, c'est encore pire, c'est 17%. Donc vraiment, le froid, c'est, je dirais, un métier d'avenir, notamment pour les femmes. C'est tendance, le froid. Alors, on parle des métiers du froid, mais bon, on les retrouve dans différentes applications. On les retrouve dans quel secteur exactement? Alors, dans de très nombreux secteurs. Le froid, si vous voulez, c'est vraiment partout, depuis toujours et de plus en plus. C'est-à-dire que c'est pour l'alimentation. Bon, tout le monde voit bien que c'est utile pour préserver les aliments, l'entreposage, le transport, la commercialisation. C'est vrai pour les produits de santé. On a vu pour les vaccins, la question de la conservation des vaccins à certaines températures. C'est vrai aussi pour les équipements hospitaliers, pour la cryochirurgie. Donc, c'est très présent dans tout le domaine de la santé. Ce sont la climatisation aussi. La climatisation se développe partout parce que on a besoin de vivre dans un environnement qui n'est pas trop chaud et on voit bien les morts qu'il y a dans les canicules. Donc ça développe beaucoup en France, comme dans l'ensemble des pays du monde. Vous avez cité tout à l'heure les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, c'est du froid inversé. Donc quand on fait du froid, on fait du chaud d'un côté et du froid de l'autre. Donc là, on utilise la faculté chaud en quelque sorte du système frigorifique. Et le froid, les pompes à chaleur, c'est une énergie renouvelable, reconnue, qui se développe le plus vite dans tous les pays d'Europe, dont la France. C'est vrai pour les technologies de l'information, sur toutes les nouvelles technologies de l'information, les centres de données, les biotechnologies, les technologies spatiales, tout ça, ça a besoin de froid. Donc on retrouve le froid partout et de plus en plus. Effectivement, on parle des métiers du froid, mais c'est aussi de la chaleur, c'est aussi du transfert d'énergie, en fait, grâce aux circuits frigorifiques. Donc, les applications sont extrêmement nombreuses. Et qu'est-ce qui explique l'augmentation des besoins de recrutement que l'on ressent à l'échelle mondiale? Alors, d'abord, on a besoin de plus en plus de froid pour tout. Donc, comme je disais, à la fois pour des métiers traditionnels comme pour des métiers nouveaux.
La température, c'est vraiment une caractéristique essentielle, si vous voulez, pour tous les matériaux, pour toutes les vies, tout ce qui est vivant. Alors, les problèmes en plus, c'est qu'on a besoin de faire un développement durable, parce que ça a un impact sur l'environnement, on consomme beaucoup d'énergie. Hein. Au niveau moyen mondial, c'est 20% de l'électricité mondiale, hein, et donc en France, c'est le même ordre de grandeur. 20% de l'électricité mondiale, c'est considérable. Il faut qu'on diminue, si vous voulez, la croissance de cette consommation d'énergie, et il faut en même temps qu'on utilise de nouvelles technologies qui utilisent des fluides à faible effet de serre. Aujourd'hui, on a dans un système frigorifique classique, disons, des frigorigènes que l'on compresse, que l'on détend, et qui sont des gaz à effet de serre lorsqu'il y a des fuites. Donc, on a besoin de nouvelles technologies, des technologies meilleures pour l'environnement, dans toutes les applications, et donc il faut à la fois plus d'emplois, et puis plus d'emplois durables, plus d'emplois qui soient respectueux de l'environnement, donc plus d'emplois qualifiés. Aujourd'hui, la qualification des personnels n'est pas suffisamment adaptée, si vous voulez, à tous ces nouveaux enjeux, à toutes ces innovations, à tous ces besoins. Donc voilà, plus d'emplois qualifiés. Donc on a vu, il y a quelques inconvénients sur lesquels on travaille, et puis il y a aussi beaucoup de bénéfices liés à ces systèmes. L'efficacité énergétique. On ne pourrait pas vivre sans le froid, donc il faut une meilleure efficacité énergétique, il faut des énergies renouvelables. On peut faire du froid solaire, par exemple, ça se développe beaucoup dans des pays chauds. Donc énergie renouvelable, efficacité énergétique et fluide, donc à faible effet de serre. Et pour cela, d'ailleurs, il faut aussi se rendre compte qu'à cause de ces contraintes, il y a de plus en plus de réglementations, en particulier en Europe, et évidemment la France, faisant partie de l'Europe, est soumise à une réglementation, mais dans le monde entier. Hein. Ce qu'on fait aujourd'hui en France et en Europe, c'est en ce moment en train de se diffuser dans le monde entier pour avoir une nouvelle réglementation qui oblige à une certaine innovation pour faire du développement durable. Didier Coulon, merci. L'Association des ingénieurs et techniciens en climatique, ventilation et froid vise elle aussi à améliorer les formations et diffuser les connaissances dans le domaine plus spécifique du bâtiment. Mohamed Abdelmoumen va nous dire comment la ICVF s'est davantage intéressée aux motivations des jeunes ces dernières années. Bonjour Mohamed. Bonjour Yves. Nous accueillons avec lui en visioconférence Didier Rigal, président de la Compagnie nationale des experts de justice, la CNEFIC Thermique, observateur avisé de l'évolution des compétences des métiers. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Mohamed, une des vocations de la ICVF, c'est la transmission du savoir et la montée en compétences de la filière du génie climatique. Quels sont concrètement les outils que vous mettez en place à la ICVF ? Merci, oui, c'est plutôt bien résumé en fait la vocation principale de la ICVF, et puis on peut rajouter aussi l'accompagnement au quotidien des professionnels. Et même si la ICVF est une association évidemment plus que centenaire, ses productions ne sont pas forcément connues de tous, et en fait elles se définissent, elles se lisent à plusieurs niveaux, puisqu'on a à la fois des publications naturelles comme une revue technique qui s'appelle CDC, des avis d'experts très spécifiques sur des dossiers, des sujets très spécifiques, parfois connexes à nos métiers, hein, du génie climatique, du froid ou de la ventilation, qui peuvent toucher par exemple à la qualité des environnements intérieurs ou de l'acoustique. On a aussi des manettes pédagogiques ou des manettes pédagogiques. La dernière en date porte sur la réglementation environnementale 2020. On a aussi des recommandations, donc des recommandations qui s'intéressent plutôt aux fondamentaux, qui sont peut-être le parent pauvre en ce moment, notamment des professionnels. Donc les fondamentaux de la thermique, notamment par exemple le dernier en date sur les calculs de déperdition de base. Et enfin, on déploie des outils pratiques à destination des étudiants, à travers notamment des prix que l'on remet. Donc on a une palette très variée, dont l'objectif principal, c'est évidemment de viser à l'accompagnement des professionnels et à l'accompagnement des étudiants et des nouveaux entrants dans le monde du travail. Donc vous êtes à un poste d'observation à la ICVF important. Quels sont les métiers en tension dans le génie climatique actuellement? Quelles sont, à votre avis, les causes profondes et comment on peut y remédier? Alors, ouais, vaste question. Oui, non, c'est vrai que la ICVF, on a une particularité, c'est qu'on
on a des membres qui viennent d'horizons vraiment très différents, mais qui partagent tous d'ailleurs le même socle, qui est évidemment le génie climatique. Donc ça va évidemment de la filière des bureaux d'études ou de l'ingénierie, en passant par les industriels, les énergéticiens, la maîtrise d'ouvrage, les labos de recherche, etc. Et tous partagent le même constat qui aujourd'hui, et depuis un moment déjà, puisque ce n'est plus conjoncturel, c'est vraiment structurel, de la difficulté à trouver des profils ou des talents qui répondent aux attentes des professionnels. Globalement, pour deux raisons, nous on traduit à travers vraiment deux raisons. La première, c'est peut-être que la plupart des profils maintenant s'orientent vers des filières supposées plus d'avenir ou plus porteuses de sens. Et puis la seconde, c'est aussi, il faut aussi le dire, l'inadéquation parfois des parcours de formation avec les besoins des professionnels et de la filière, notamment dans le cadre de l'enseignement supérieur, qui parfois peut être très en décalage avec les attentes des acteurs du génie climatique. Donc l'adéquation des formations, on aura l'occasion d'y revenir tout de suite après. Les remèdes, vous avez des idées sur les remèdes possibles? Alors, il y en a un en tout cas sur la première partie en termes de manière à attirer davantage de profils depuis vraiment de tout niveau, depuis le CAP jusqu'au doctorat, vers les filières du génie climatique, en communiquant davantage, à mon avis, sur le rôle du génie climatique dans les grands sujets qui interpellent les filières ou les futurs étudiants. Donc c'est comment on communique auprès des jeunes en fait. Comment on communique auprès des jeunes et sur les thématiques qui sont aujourd'hui les thématiques centrales, qui sont l'environnement, la responsabilité sociale et environnementale, qui sont le numérique, qui sont l'innovation. Et en cela, nous avons à démontrer que le génie climatique est une composante incontournable de ces thématiques-là. Et puis en plus de ça, même tête de pont, en fait. Ça, c'est les atouts du génie climatique. Ouais. On l'a dans la filière, mais par contre... Qui aujourd'hui se traduisent par la réglementation environnementale 2020, par la démultiplication des problématiques RSE, par l'économie circulaire qu'on retrouve aussi bien dans les ouvrages du bâtiment que dans les produits, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment sur les problématiques de flux frigorigènes. Voilà, aujourd'hui, le génie climatique est central dans les problématiques ou dans les réflexions que peuvent avoir aujourd'hui. Donc ça, ce sont des atouts pour les métiers du génie climatique. On l'a dans la filière, mais en fait, c'est pas suffisamment connu. Pas suffisamment connu et communiqué. Et l'important pour nous, c'est vraiment de communiquer auprès de cette filière sur ses atouts et sur le rôle central de nos métiers dans les attentes aujourd'hui des profils qui aujourd'hui s'orientent vers d'autres filières aussi pour ces raisons-là, parce qu'ils réduisent nos métiers à du simple génie thermique. Donc on reviendra tout à l'heure sur l'adéquation des formations, un peu plus dans le détail. Didier Rigal, rassurez-nous, les tribunaux sont aussi en peine de recrutement d'experts judiciaires ou... Alors, les tribunaux sont toujours en demande. Alors, les tribunaux sont toujours en demande de gens très compétents dans leur domaine de professionnel et recrutent régulièrement en fonction des cours d'appel, des besoins des cours d'appel, des experts, des techniciens, des ingénieurs qui se mettent à disposition de la justice. Et toutes les années, il y a des nouveaux experts qui sont nommés et sur lesquels nous-mêmes, au niveau de la compagnie de la CNEFIT thermique, nous souhaitons regrouper l'ensemble des experts au niveau national pour pouvoir faire un lien entre chacun des experts. Combien d'experts actuellement au sein de la CNEFIT thermique? Actuellement, la CNEFIT thermique regroupe une cinquantaine d'experts qui sont agréés sur différentes cours d'appel au niveau national et on a une couverture grosso modo pratiquement nationale au niveau de l'ensemble des cours d'appel, sans oublier aussi la Cour de cassation où nous avons deux de nos membres qui sont à la Cour de cassation qui est quand même déjà un honneur de faire voir quand même les compétences des membres que nous avons au sein de notre compagnie. Donc là, c'est un profil un peu particulier qui est lié à l'expérience acquise au cours de sa vie professionnelle. Alors, l'ensemble des membres, les experts de justice dans l'ensemble des spécialités qui sont autant de spécialités qu'il y a de domaines de compétences techniques et même médicales ou autres, et sur lesquels ce sont des personnes qui se mettent à disponibilité des tribunaux pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et ce qu'on dit très clairement, c'est d'éclairer le juge
dans un domaine technique dont il n'a pas connaissance, et le besoin, c'est de lui expliquer qu'est-ce qui se passe pour qu'il puisse juger et prendre une décision de justice quand il y a un différend entre deux parties. Alors vous êtes voilà, au cœur de l'observation également des entreprises. Quel regard vous portez sur la compétence des entreprises actuellement? Alors, une chose est certaine, c'est que on a des compétences très variées. Dans le domaine du froid industriel, je peux constater que nous avons peu d'expertise judiciaire parce qu'aujourd'hui, ces sociétés font face à leurs difficultés par eux-mêmes. Par contre, dans le domaine des énergies renouvelables, telles que pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, économie d'énergie, on a affaire à des sociétés qui s'engouffrent un petit peu dans les subventions de l'État et malheureusement qui font des installations catastrophiques. Et je pense que ce ne sont pas des membres des gens de l'AFF ou de l'AICF ou autres, ou de la FCE, loin de là, mais ce sont des gens qui font du financement et qui dégradent fortement l'image de marque de la profession. Mohamed, si on revient sur les formations, du coup, on voit que parfois, il peut y avoir, globalement, ça se passe bien, hein, manifestement, Didier, mais vous parliez tout à l'heure quand même d'une inadéquation de certaines formations avec l'évolution des métiers. Donc, globalement, comment ça se passe, comment résoudre les problèmes et obtenir plus d'adéquation, justement? Alors, quelles sont les pistes de réflexion au sein de l'AICVF? Oui, donc, ce qui est constaté et de plus en plus récurrent, c'est, vous l'avez évoqué, le décalage qu'il peut y avoir entre... Par contre, regardez, la caméra est là. C'est pas plus mal. Le décalage qu'il peut y avoir entre les parcours de formation et les attentes des professionnels, même si, évidemment, la profession a évolué, les professionnels sont aussi en attente d'une maîtrise des thématiques de base, des principes de base, et parfois ça nécessite de la part des professionnels qui intègrent de nouveaux arrivants des parcours de formation relativement lourds pour les accompagner dans la capacité à acquérir des notions, des principes fondamentaux qui sont bien connus, de la thermique, de la thermodynamique, de la régulation, de la mécanique des fluides. Et aujourd'hui, on voit qu'on a cette carence du fait notamment de formations qui vont qui sont parfois un peu trop généralistes. Et donc, on considère qu'il est important, pour y remédier, d'associer davantage le monde professionnel au monde de l'enseignement. Ce qu'on fait déjà, resserrer les liens entre le monde professionnel et le monde de l'enseignement. Au sein de la SCDF, on a une cinquantaine d'établissements qui sont membres personnes morales de notre association. On assure voilà, c'est ce que vous faites à travers cette commission enseignement et puis également les territoires, si j'ai bien compris. Absolument, on a une commission enseignement qui est présidée par Francis Allard, qui est en charge notamment d'animer cette relation entre les professionnels et les établissements d'enseignement. On a évidemment des régions qui animent un certain nombre d'ateliers techniques en collaboration, ou en tout cas pour atteindre ce public nouveau des établissements d'enseignement supérieur. Mais cela étant, il faut continuer à intégrer les professionnels dans le parcours de formation des futurs ingénieurs. Ce qui a été fait dans le cadre de la refonte du DUT en BUT, on a été impliqué, la filière professionnelle au sens large, les fédérations professionnelles, etc. ont été impliquées, ont permis de faire évoluer la réflexion autour de ce nouveau diplôme. Et je pense qu'il faut vraiment continuer à cela, notamment dans l'enseignement supérieur, pour éviter les carences. Donc resserrer les liens en fait, entre les professionnels et les établissements de formation, c'est ce à quoi vous vous attachez à l'AICVF notamment. Didier, pardon pour le raccourci, mais est-ce que les tensions sur les métiers se traduisent par davantage d'expertise devant les tribunaux aujourd'hui? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a le problème d'emploi. Je ne pense pas qu'on puisse le traduire par plus d'expertise sur le sujet. Je pense que
c'est plus la difficulté au niveau expertise de traiter les sujets techniques ou les problèmes techniques qu'il y a entre un installateur et son client. Et là où la CLEFIT peut intervenir très en amont sur ce sujet, c'est d'intervenir en tant que médiateur pour essayer de trouver un accord entre les parties avant une procédure judiciaire et sur lequel, bien souvent, un peu de dialogue, ça permet de régler pas mal de sujets. Voilà. Bien, avec le dialogue, on règle pas mal de choses. Effectivement, du dialogue également entre les professionnels et les établissements de formation. Merci à tous les deux. Merci. Merci. La France conserve à ce jour une industrie forte dans la fabrication des matériels en lien avec le froid ou la thermodynamique. Les fabricants emploient non seulement des frigoristes pour fabriquer du matériel, mais également pour assurer la vente et les services de ces matériels. Pour en parler, nous accueillons André-Pierre Doucet et Jean-Paul Ouin, respectivement délégués généraux pour le SINEG, à ma gauche, et Jean-Paul Ouin à ma droite, délégué général d'Uniclimat. André-Pierre Doucet, le SINEG, représente les fabricants d'équipements de cuisine professionnels et de blanchisserie, un secteur qui compte en gros 80 fabricants en France, qui représente 2000 emplois. Quels sont vos besoins de spécialistes du froid et quels sont les profils les plus recherchés et pourquoi? Alors juste pour que chacun ait bien une idée très précise de ce qu'on fait concrètement, nous on fabrique par exemple des armoires réfrigérées, des cellules de refroidissement rapide, des chariots de distribution de repas, des vitrines réfrigérées, des machines à glaçons. Voilà, on est dans le domaine du service du service aux convives dans les collectivités et les cafés, hôtels, restaurants. Alors effectivement, nous sommes structurellement un secteur employeur de personnel qualifié et en permanence en recherche de nouveaux talents, en particulier sur des postes qualifiés comme ceux de plieurs, de soudeurs, de braseurs, en particulier dans les métiers du froid, et de monteurs. Alors les techniciens froids, effectivement, c'est une denrée rare, à la fois en production et encore plus, j'allais dire, en service après-vente, en SAV, parce que vient se greffer une difficulté qui est celui de la mobilité. Alors, on cherche en plus des gens qualifiés, mais en plus mobiles. Voilà. Ce qui fait donc une double difficulté actuellement dans un secteur que l'on sait en tension, et c'est l'objet de ces vœux d'aujourd'hui. Et puis, même du côté du bureau d'études, d'ailleurs, parce qu'on a côté ingénieur frigoriste également des besoins. En recherche et développement, c'est ça? En recherche et développement, effectivement, des ingénieurs frigoristes. Et on peut dire qu'en permanence, nous avons à peu près 15% de postes à pourvoir, en particulier dans les métiers du froid. 15%, donc des postes que voilà. vous recherchez, mais vous n'arrivez pas. Qui ne sont pas pourvus et qui n'attendent que des... Donc un déficit chronique. Voilà, permanent, chronique. Voilà. Et quelles sont les conséquences des difficultés de recrutement pour l'ensemble de la filière, des difficultés de recrutement de l'ensemble de la filière des métiers du froid pour un secteur comme le vôtre? Vous êtes peut-être un peu moins visible que certains autres. Et pourtant, le besoin est particulièrement important maintenant, puisqu'on sort d'une période de fermeture des établissements de restauration, avec un rebond très très fort de ces entreprises qui n'ont pas pu travailler pendant plusieurs mois. Et donc, il y a un besoin d'équipement très important. Et donc une production qui est en forte tension, qui plus est dans un contexte, vous le savez, il y a des problèmes d'approvisionnement, d'accès aux matières premières et de coûts de matières premières, et vient se greffer en plus ce problème chronique et qui se renforce sur la partie froid. Si vous voulez, les conséquences très concrètes, c'est que on court après les profils, du coup, puisque l'offre est moins forte que la demande, les salaires d'embauche ont tendance à être plus élevés aujourd'hui. Et puis la difficulté, c'est aussi de fidéliser les collaborateurs. Il faut que les gens sur lesquels on investit, que parfois même on forme, dont on complète la formation, notre intérêt à nous, c'est de les conserver dans l'entreprise, c'est de capitaliser sur l'homme et la femme et sur ses compétences. Et notre plus grande crainte, c'est de voir partir ses collaborateurs. Et dans le froid, effectivement, c'est un secteur où il y a une forte rotation des collaborateurs, puisqu'ils sont recherchés. Ils sont recherchés, donc les opportunités sont nombreuses. En particulier, encore une fois, chez les techniciens itinérants, qui eux
Donc la mobilité voilà. est un Ouais, critère un peu difficulté qui vient de se aggravant. greffer sur la difficulté de base. Alors Jean-Paul Ouin, Uniclimat représente les fabricants de matériel aéraulique, thermique et frigorifique, 80 adhérents, 300 sites en France, 75 usines. Combien d'emplois vous représentez et quelle est la situation chez les adhérents d'Uniclimat en ce moment? Alors, en quantité, en gros, j'ai bien les chiffres ronds, c'est plus facile. En gros, 22 000 emplois chez les industriels adhérents d'Uniclimat et dont, en gros, 10 000 dans des usines en France. Ce qui est pas mal parce qu'on passe son temps à nous dire qu'il y a une désindustrialisation de la France. Bah, nous, on a sauvé on a sauvé un bon morceau quand même, c'est pas si mal, on s'est bien débrouillé. Alors la caractéristique quand même là-dedans, c'est pas que du froid quand même, hein. Moi, je suis chauffage, le froid, donc chauffage, le froid et la ventilation, qualité de l'air intérieur, tout ça étant dans un seul paquet qu'on va appeler génie climatique, et tous ces métiers convergent. Ça, c'est la certitude, tous les métiers convergent. C'est beaucoup moins spécialisé. Vous aviez des spécialistes je pense à certains Allemands qui faisaient que des chaudières, qui maintenant font de la pompe à chaleur et des groupes de froid. À l'inverse, un grand spécialiste basé en France qui faisait que des grands systèmes de climatisation, qui a racheté de la chaudière et puis qui maintenant se met à faire de la ventilation. Donc tout ceci converge. Et c'est une grande fusion de tous ces métiers. D'ailleurs, ça a été rappelé tout à l'heure par Didier Coulon qui rappelait qu'un système de climatisation, ça fait autant de chaud que de froid. Ça n'est pas forcément que du froid, contrairement à ce que l'on dit. La climatisation, c'est aussi du chauffage. Alors, les industriels, ils recrutent, et c'est en progression partout. La qualité de l'air intérieur, tout le monde en a parlé récemment avec les histoires du Covid, les écoles, tout ça. Tout le monde se préoccupe de ce que c'est que la qualité de l'air. On recrute dans ces métiers-là, on recrute pour le froid, on recrute pour le chaud, et on ne trouve pas. Dans l'industrie, on a des difficultés. Et d'ailleurs, j'en profite. À titre personnel, pour Uniclimat, je cherche en ce moment un responsable technique et je le trouve pas. Voilà, donc c'est vous dire que quand même, c'est un vrai sujet compliqué. Voilà. L'appel est lancé. L'appel est lancé. N'hésitez pas à dire du monde d'abord. Et mon voisin de gauche. Il y a du monde en ligne, Merci de demander. on va en profiter, ça me paraît très bien. Et effectivement, comme ça progresse, alors il y a le cas des pompes à chaleur qui a été mentionné tout à l'heure, ça progresse effectivement. J'ai bien entendu notre collègue et ami expert judiciaire qui dit attention, là en ce moment j'ai plein de dossiers sur de la non-qualité parce qu'il y a des gens qui ont vendu, ils vendaient pas un produit, ils vendaient pas un service, mais ils vendaient un avantage financier, c'est ça qu'il a expliqué. Eh bien, là, nous, on en est conscients, et nos amis de l'AFPAC qui auront la parole tout à l'heure, avec nous, on fait énormément de choses pour lutter contre les éco-délinquants, c'est fait, on s'en occupe, mais effectivement, on se retrouve avec des gens qui prétendent s'en occuper et qui n'ont pas les compétences. On retombe toujours sur la question des compétences. Donc cette situation de l'emploi au sein des adhérents d'Uniclimat, c'est nouveau ou c'est, elle était déjà là depuis des années ou il y a quelque chose d'un peu nouveau ces derniers temps? Ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave, soyons clairs, ça s'aggrave et c'est assez paradoxal puisque ça a déjà été dit notamment par Mohamed tout à l'heure. On est au cœur de la transition énergétique, on est en plein dedans, écologique, on est en plein dedans. Tout le monde parle d'économie circulaire en ce moment. Ça fait presque 12 ans maintenant, 10 ans, 12 ans, que les industriels du génie climatique se sont débrouillés pour mettre et traiter leurs équipements en fin de vie dans le cadre de la directive sur les produits en fin de vie. C'est fait, on s'en préoccupe de l'économie circulaire, nous, depuis 10 ans. Donc c'est à la mode maintenant, nous, on le fait depuis plus de 10 ans. Ça se sait pas. On se préoccupe d'avoir des analyses de cycle de vie pour tous nos équipements. Parce que dans la RE 2020 évoquée tout à l'heure, eh bien, il faudra avoir des PEP, n'est-ce pas? Les PEP, les profils environnementaux produits, des ACV. Eh bien, ça se sait pas. Et on ne trouve pas non plus pour s'en occuper. C'est pour ça que Uniclimat vient de se dire que face à cette situation-là, il était indispensable que jusque-là, nous, on s'en occupait pas, on laissait faire des associations comme la ICBF, qui s'en occupe déjà très bien. Et nous, on va essayer de se lancer également là-dessus avec les industriels, les DRH de nos industriels adhérents d'Uniclimat, pour essayer de générer une vraie attractivité des métiers, expliquer à tout le monde que nos métiers sont absolument excellents
Et bon, bien évidemment, il faut se préoccuper de tous les niveaux de nos métiers, de la conception à la maintenance. La maintenance, c'est quelque chose de fondamental, ça a déjà été dit, par la fabrication et puis l'installation. Il faut que tout le monde se préoccupe de ce sujet-là. Donc on va se mettre là-dessus et on va se mettre sur ce sujet avec une approche filière. Et Le tout comment vous faites alors, avec une consécration qui sera Interclimat. Ah, d'accord, Interclimat. Le salon Interclimat en octobre prochain, où il y aura une zone dédiée à ces sujets-là et on invite tout le monde, bien sûr, à y venir. Donc pour l'ensemble des métiers de la filière du froid et du génie climatique. André-Pierre Doucet, bon, la situation est comparable, hein, aussi bien au SINEG que Nuclima. Quel coup de pouce on pourrait attendre des pouvoirs publics? Bon, il y a deux mots qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est formation et attractivité. La formation, c'est un devoir permanent du chef d'entreprise et d'entreprise, c'est d'accompagner ses collaborateurs dans l'évolution de ses compétences. Son métier n'est pas la formation initiale. Voilà. Donc, sur ce sujet-là, et je vais enfoncer une porte ouverte, l'apprentissage, bien sûr, l'apprentissage, il faut renforcer l'apprentissage et en particulier la flécher sur ces métiers qui sont en tension. Et après, bien entendu, l'entreprise fera son travail d'accompagnement et de formation continue. Et puis l'attractivité, c'est dans le domaine de l'industrie, l'attractivité des métiers de l'industrie. D'accord. Et l'image même de l'industrie, il y a beaucoup à faire. Alors, il y a une part qui doit être prise par les filières elles-mêmes, hein, et le SINEG, comme... Oui, on n'attend pas forcément tout. Voilà, et comme Nuclima prend sa part là-dedans, mais il y a aussi la part que doit apporter l'État, les pouvoirs publics, en nous aidant, par exemple, à financer des campagnes d'information, des campagnes d'image pour donner une plus juste image de ce qu'est aujourd'hui l'industrie. L'image, ça c'est une vraie ouais, difficulté de communiquer pour des professionnels qui ont l'habitude de communiquer entre professionnels. Communiquer vers le grand public, c'est une vraie difficulté. Jean-Paul le disait à l'instant, là, on a vraiment une carte à jouer. Nous sommes au cœur d'un mouvement historique, c'est la transition écologique. Et dans le froid, on est au cœur du sujet. Et l'industrie qui est au début de la chaîne de valeur, puisque nous concevons et nous fabriquons les produits qui vont permettre la distribution du froid et la production du froid, nous prenons notre part, une part très importante justement, à la transition vers les fluides, à la recyclabilité de nos produits, à la réparabilité. Voilà. Donc on est vraiment dans un mouvement qui devrait pouvoir être mieux valorisé auprès des talents qu'on attend pour rejoindre nos usines. Pardon. Jean-Paul, même question en 2 mots, parce que... Deux mots, pas plus. Voilà. Pas plus. Ce qu'on pourrait attendre des pouvoirs publics, c'est 2 choses. Sur les questions de la transition énergétique et écologique, on a beaucoup vu, et c'est logique, le ministère de l'écologie, dans toutes ses composantes. J'aurais tendance à dire qu'on a peu vu le ministère, puisqu'il n'y en a plus, ou pas vraiment, de l'industrie. C'est dommage. C'est dommage qu'on ne les voit pas davantage pour nous aider. Voilà. Et puis ça permettrait aussi, puisque cette transition écologique, et personne ne le conteste, il va falloir la faire. Quel que soit, à pied à cheval en voiture, il va falloir y arriver. Il faut le faire. Mais pour inscrire une industrie dans ce mouvement, qui est indispensable, il y a un temps industriel. Et le temps industriel n'est pas forcément le temps des annonces et le temps des communiqués de presse. Voilà. Merci à tous les deux. Merci. André-Pierre Doucet, Jean-Paul Ouin. Au cœur des métiers du froid se trouvent également les fluides frigorigènes, qui concentrent à eux seuls de nombreux enjeux, à la fois économiques, techniques, énergétiques et environnementaux. Pour en parler, Bernard Philippe, délégué général de l'Alliance Froid, Climatisation et Environnement, est en visioconférence, tout comme Laurent Guégan, président de l'association des distributeurs, conditionneurs, récupérateurs et retraiteurs de réfrigérants. Manque pas d'air. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Alors, Laurent, Bonjour Hugues, bonjour à tous tous. les deux en visioconférence avec nous.
Alors, Laurent Guégan, avec environ 1000 personnes en France, quels sont les métiers de l'ADC3R et quelle est leur importance dans le contexte du recyclage des fluides frigorigènes? Alors, plus que dans le recyclage des fluides frigorigènes, on est au niveau de l'économie circulaire. Le métier du froid et de la climatisation, du génie climatique d'une manière générale, a toujours été très très soucieux de l'impact environnemental de la profession et des actions qu'il mettait. Et très tôt, on a commencé à s'occuper de la fin de vie des produits. Pour exemple, avec la Convention de 93, et nous allons d'ailleurs mettre à jour l'étude ADC3R qui a démontré que tout le travail d'une profession, de tous les techniciens et toutes les entreprises du froid et du génie climatique était d'importance sur la récupération et le retraitement. Par rapport au métier dans la DC3R, nous on est au carrefour de tous les métiers du froid et de la climatisation parce que nos équipes accompagnent tous les acteurs de ces métiers-là, que ce soit dans la réfrigération simple, que ce soit dans la réfrigération industrielle, la pompe à chaleur, le chauffage thermodynamique, etc. Nos équipes sont là pour accompagner les techniciens, donc ils doivent avoir une très bonne connaissance, une bonne vue globale de ces métiers-là, des technologies de ces métiers-là, et avec l'économie circulaire qui arrive, ils doivent savoir accompagner et proposer les solutions à faible impact environnemental. On a des profils qui sont très très variés dans nos équipes. On a des simples, excusez-moi pour l'expression, le terme est impropre. On a des commerciaux qui accompagnent les clients. On a des techniciens qui sont dans nos usines pour conditionner, pour récupérer, pour manipuler les fluides frigorigènes qui arrivent en vrac, qu'on conditionne, qui arrivent en bouteille, pour traiter les déchets. On a des chimistes pour justement le traitement. Mais tous ces, et Laurent, du ces coup, est-ce que ces métiers sont en tension également alors, sur ces métiers dont vous parlez? Alors, ils sont en tension parce qu'ils sont tellement globaux, la connaissance doit être tellement globale que bien souvent on est obligé de faire appel à des gens qui sont déjà passés par une entreprise de froid ou du génie climatique. Et à partir du moment où, dans le secteur du montage et du service après-vente du froid et du génie climatique, il y a une tension. Nous, on la ressent d'autant plus. D'autant que les équipes qui travaillent au sein des normes de la DC3R doivent avoir une connaissance au niveau des réglementations pour pouvoir informer et former les frigoristes au quotidien. Bernard Philippe, également en visio. Depuis 1995, la FCE est une association et n'a pas forcément vocation à parler emploi, mais elle joue un grand rôle sur l'information et la formation autour des fluides frigorigènes. Donc vous dites que dépend fortement l'employabilité, un mot difficile à dire ça, l'employabilité des salariés. Pourquoi? C'est assez simple, hein, notre credo, c'est informer, former pour attirer et fidéliser. Nos techniciens, ils doivent être en mesure de manipuler en toute sécurité les fluides frigorigènes dans leur ensemble. On parle de fluides non inflammables, inflammables, haute pression ou toxiques, hein, qu'il s'agisse de fluides fluorés ou non. Donc, on a besoin de former nos techniciens, mais il faut les trouver. Et c'est une façon de les trouver, c'est aussi de les informer, de les attirer. C'est une question de sécurité, hein, des biens et des personnes à tous les niveaux de l'usage, de la mise en œuvre des fluides et des technologies du froid. Il faut absolument qu'on forme. Une des missions de la FCE, c'est justement d'informer et de vulgariser. On a créé des plaquettes justement sur les devoirs des exploitants et des opérateurs sur l'utilisation des HFC, HC et puis ammoniac et CO2. On a financé avec l'ADEME une étude sur la mise en œuvre des fluides inflammables qui a été téléchargée plus de 450 fois aujourd'hui. Voilà, c'est notre vocation, hein. Ces documents sont libres d'accès sur le site et je vous invite à le télécharger et vous en inspirer. Avec les membres aujourd'hui, tout de suite dans la même vocation, on élabore des fiches pratiques pour la mise en œuvre des fluides inflammables. Donc, on travaille avec certains membres et on devrait éditer la première fiche, je pense, en mars. Vas-y. Et puis en février, on démarre une nouvelle action auprès des écoles, justement, et on va intervenir auprès des BTS, des DUT et écoles d'ingénieurs pour présenter aux étudiants une synthèse des aspects réglementaires qu'il y a dans la profession. C'est une difficulté pour les enseignants de le faire parce que la réglementation, c'est dur à suivre. Donc, on va parler aux étudiants pour qu'ils savent que ça existe. On va parler réglementation fluide, on va parler directive européenne, on va parler nomenclature ICPE, tout ça pour la filière du froid. Donc,
former, informer, ça fait partie de la chaîne pour attirer et conserver. Donc, si je comprends bien, on parlait d'adéquation tout à l'heure des formations avec les besoins des professionnels. Dans votre domaine, ça va tellement vite que les centres de formation ont du mal à suivre, les enseignants ont du mal à suivre. Donc c'est vous qui aujourd'hui assumez ce rôle important auprès de la filière professionnelle. Ben, on y contribue. Ça fait partie de notre mission de contribuer et d'aider là-dedans parce que les besoins en formation, notamment en fil alternatif, il y en a. Il y en a les sociétés ont dû s'organiser pour, hein, mais on manque aujourd'hui d'un référentiel commun pour harmoniser cela. Et alors, pour convaincre des jeunes aujourd'hui de venir dans nos filières, est-ce que vous pouvez nous citer trois atouts de nos métiers? Alors, trois, c'est peu. Trois, c'est peu, mais je vais en prendre trois. Voilà, pour en choisir trois. Le premier, c'est clairement la diversité et la richesse des applications. Les besoins en froid, ils sont partout, c'est méconnu, mais sans le froid, on ne pourrait pas vivre aujourd'hui. Le deuxième point, c'est clairement un besoin vital pour l'alimentation, la santé, la sécurité. Et on découvre aujourd'hui, il y a déjà plusieurs années, que c'est aussi vital pour la communication. Et le troisième point, je dirais qu'on en a parlé tout à l'heure, le froid dans son ensemble a un rôle primordial à jouer dans la transition énergétique. Il y a les pompes à chaleur, mais aussi le rôle du froid globalement. Donc, c'est trois atouts vertueux, je dirais, donc ils doivent attirer. Si vous êtes d'accord avec ces constats? Ah oui, il faut rallumer le micro. Excusez-moi, voilà, faut rallumer le micro. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Au niveau de l'enseignement, la difficulté avec les mathématiques, par exemple, ça fait des siècles que ça existe. L'agrégation de froid-climatisation, sauf erreur de ma part, elle existe depuis 1996. Donc c'est assez récent, même si ça fait quelques années déjà. Et depuis 1996, on est à la 4e génération de fluides frigorigènes, de technologies, avec des technologies anciennes qui reviennent, etc. Donc effectivement, il y a une évolution constante et c'est ça qui est aussi intéressant dans notre métier, c'est qu'on n'est pas dans une routine, on doit s'adapter à la fois aux besoins de notre vie tous les jours, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, mais on doit s'adapter également aux évolutions de technologies pour limiter les impacts environnementaux, parce que nos connaissances de ces différents impacts évoluent également, et on est vraiment au cœur et avec un enjeu très très important. Je crois que c'est Jean-Paul Loin qui le disait tout à l'heure. On est vraiment au cœur d'une révolution dans notre quotidien, et le froid, le génie climatique en font pleinement partie puisqu'on est présent dans tous les domaines. Bernard, on revient sur l'exercice des trois. Si vous deviez citer trois raisons des difficultés de recrutement de la filière, ce serait quoi? Clairement, le premier, je mettrais la carence de moyens dans l'éducation nationale. De grandes difficultés à suivre les évolutions technologiques et réglementaires. Donc, on a aujourd'hui des étudiants qui sortent, mais qui ne sont pas à niveau par rapport aux besoins du terrain. Donc, il y a des carences à combler. Il y a une méconnaissance de nos métiers, de la diversité de nos métiers, des secteurs d'application. Donc, il pourrait être intéressant de travailler là-dessus. Et malheureusement, et là, les filières techniques ont été longtemps dénigrées, donc on détruit très vite. Mais pour reconstruire, il faut du temps et il faut vraiment qu'on y retravaille à redorer ces filières techniques qui sont très riches et nécessaires et vitales. Et ça, on peut le faire. Les filières sont armées pour le faire par elles-mêmes ou il faudra un coup de pouce? Je pense que c'est une collaboration pouvoir public et filières. Les filières se sont organisées en association, on en est la preuve. C'est qu'il y a une raison et je pense qu'il faut vraiment une bonne collaboration. C'est sûr qu'il faudra un peu de financement, peut-être des campagnes de communication sur le métier, mais on est là aussi pour aider et c'est un travail main dans la main. Bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Alors, deux filières ont particulièrement travaillé sur l'emploi, les jeunes et les besoins de recrutement. Il s'agit des installateurs frigoristes du SNEFCA d'une part et de l'Association française pour les pompes à chaleur d'autre part. Nous accueillons Frédéric Sauer. Bonjour. Nouvelle chargée de mission formation au SNEFCA. Merci. Bonjour Frédéric. Et en visioconférence, Olivier Desquins, pilote du groupe de travail sur l'attractivité des métiers pour l'AFPAC, l'Association française pour les pompes à chaleur. Bonjour Olivier. Bonjour Hugues, bonjour Frédéric.
Bonjour Victor. Une première question pour Frédéric. Donc, le SNEFCA vient de décider cette année de faire de la formation et du recrutement sa priorité pour 2022. Où en est l'emploi dans votre branche? Alors, tout à fait. Le SNEFCA, le Bureau national, a décidé de faire de la formation sa grande cause. Aujourd'hui, le SNEFCA, c'est 2500 entreprises, 30 000 emplois environ. Et je rappelle que les métiers concernés, c'est globalement le froid, les cuisines professionnelles et le conditionnement d'air, donc les PAC. Le SNEFCA fait d'ailleurs partie des membres de la FPAC. Et quels sont les métiers les plus en tension pour vous en ce moment et pourquoi? Alors, deux métiers en tension, mais ça fait longtemps qu'ils sont en tension. L'installateur froid et surtout le dépanneur, le MacGyver, qui est capable d'intervenir sur tous les aspects chez le client et qui fait en sorte que notamment la chaîne du froid tienne. Et ça, c'est pas nouveau en fait. Hein. C'est presque chronique chez vous. C'est la raison pour laquelle les installateurs frigoristes ont décidé d'essayer de prendre des choses en main, voilà. Déjà depuis de nombreuses années. On a besoin de 2000 à 2500 techniciens chaque année. La branche est une branche qui est en progression constante depuis des années. Donc à la fois le chiffre d'affaires de la branche grossit et le nombre de techniciens aussi. Par contre, on sait qu'en termes de prospective, la demande va augmenter à cause de changement de fluide, effectivement récupération d'énergie, effectivement PAC. Et donc, vous avez vu, tout le monde dit qu'on a besoin de plus de monde. Donc à un moment, on va être en compétition aussi les uns contre les autres, ce qui n'est pas le but. Donc on a tous besoin de faire un effort commun pour réussir à plus recruter, à être plus attractif, et c'est une vraie question. Parce que je me suis laissé dire que en ce moment, il y avait 1800 annonces, postes à pourvoir chez Pôle emploi de frigoristes, et voilà, on ne trouve pas. Exactement. Donc 1800, c'est quand même pas mal pour une profession qui emploie 30 000 personnes en ce moment. Olivier, pour l'Association française des pompes à chaleur, combien de personnes emploient la filière des pompes à chaleur aujourd'hui et dans quel métier? Alors, on a évalué à environ 35 000 les collaborateurs en France sur la pompe à chaleur, et cela concerne toute la filière, hein, à commencer par les fabricants, donc les usines et pas seulement, on a entendu Nicolas tout à l'heure. Hein. Il s'agit aussi de la commercialisation, donc ceux qu'on appelle les grossistes ou le négoce qui revendent les machines dans les magasins, et puis ensuite les installateurs, et enfin le SAV maintenance, hein, ce qu'on appelle les dépanneurs, ou le SAV en général. Voilà, et ça fait à peu près 35 000 personnes en France. Et quelles sont les perspectives de développement? Vous avez parlé d'un besoin supplémentaire de 20 000 emplois d'ici 10 ans. Je crois que c'est les chiffres que vous avez, auxquels vous êtes parvenus. Pourquoi? Et là encore, dans quel métier? Alors, oui, je confirme. Hein. Alors, pourquoi? C'est juste la croissance des flux de vente et d'installation de pompes à chaleur depuis plusieurs années qui vont se poursuivre. Hein. Ce n'est pas un feu de paille, c'est une lame de fond, hein, qu'on observe. Et puis, il y a autre chose, c'est aussi l'obligation qui a été rendue par le décret de juillet 2020 qui va faire qu'on va augmenter l'activité de la maintenance. Hein. Et donc, ces 20 000, en fait, par voie de conséquence, ils sont pour moitié les 10 000 sur ce que j'appellerais l'amont de la filière, donc de la fabrication jusqu'à l'installation, et puis ensuite sur 10 000 de plus sur la maintenance. Hein, encore une fois, hein, la maintenance, elle suit non pas les flux de vente, mais les parcs installés qui ne cessent de s'accroître plus on vend et plus on installe, et puis en plus, le taux de machines qui va être entretenu va augmenter. On pense qu'il est entre 10 et 20% actuellement, et il devrait aller sur 50% par an, hein, puisque c'est 100% pour les 2 ans. Donc 50% par an, vous voyez qu'on devrait multiplier par 2,5 voire 3 l'activité de l'entretien des pompes à chaleur dans la décennie. Donc 2 moteurs principaux, le marché qui se développe et cette fameuse obligation de maintenance
Frédéric, si on revient sur les métiers, les salaires des frigoristes sont attractifs, les métiers passionnants, polyvalents, on l'a dit, hein, un frigoriste c'est quelqu'un d'assez polyvalent. Les évolutions de carrière au sein de la branche, elles sont nombreuses, hein. Un technicien peut évoluer sur les métiers techniques, mais également dans la hiérarchie d'une entreprise. Et puis beaucoup ont commencé avec des diplômes, un CAP, et puis sont devenus patrons de leur propre entreprise. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Malgré ça, comment vous expliquez la situation? Quelles sont vos pistes pour y remédier? Alors, là, le pourquoi de la situation, je pense que tout le monde est bien au courant du fait qu'effectivement les filières professionnelles ne sont pas les filières les plus appréciées par les parents aujourd'hui et que ce n'est pas vers là qu'ils poussent les enfants. Donc, non seulement en fait ils ne connaissent pas les métiers du froid, mais en plus ils ont une mauvaise image de la formation professionnelle. Tous ceux qui ont travaillé avec l'Allemagne savent que c'est absolument différent chez nos voisins. Bon, et ceci étant dit, parce que c'est pas nouveau, l'idée c'est effectivement, et on compte sur les pouvoirs publics, d'essayer d'améliorer cette image globalement des métiers professionnels. Après, d'un point de vue concret, ce que les membres du SNEFCA souhaitent faire, c'est, comme je l'ai entendu tout à l'heure, renforcer les liens avec les établissements de la formation professionnelle. C'est vrai que le passage du Covid n'a pas tout à fait facilité cela depuis 2 ans et que donc on se retrouve en fait avec un appel d'air qui va arriver au niveau des techniciens et en même temps 2 ans où on a tous un peu décroché de la réalité. Voilà. Donc reprendre langue avec tous ces organismes professionnels de formation et les aider dans la mesure du possible à s'adapter aux nouvelles exigences, notamment pour les plateaux techniques et sur les aspects des nouveaux fluides. Parce que, on en revient à ce que disait Bernard. Oui, exactement. On est sur la même longueur d'onde, sachant que nous, en plus, au SNEFCA, un de nos soucis, c'est quand même le décalage finalement entre la formation qui est donnée aujourd'hui, qui pour souvent des raisons d'assurance est assez éloignée de la manipulation physique des matériels et des fluides. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes qui sortent des écoles ont passé de moins en moins de temps sur les plateaux techniques. Il y a de plus en plus de cours. Vous voulez dire qu'on ne les laisse plus manipuler les fluides? Oui, c'est à la fois les référentiels qui sont faits comme ça, et puis effectivement aussi une question certainement d'assurance. Donc nous, notre discours, c'est un peu de dire, essayons de renforcer ces aspects-là de la formation, parce que les entreprises du SNEFCA et de la branche en général sont des petites entreprises, qu'elles ont beaucoup d'activités, qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de moyens à consacrer pour reformer les jeunes à la technique sur le terrain. Et en fait, c'est souvent ce qu'il faut faire quand ils sortent de leur formation, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Voilà. Donc on va... je pense que tous les membres du SNEFCA sont convaincus du fait qu'il faut aller plus voir les jeunes, les parents, les professeurs, leur expliquer ce qu'on fait. Je rappelle aussi que le métier est assez jeune, hein, finalement, parce que frigoriste, ça date d'après-guerre. C'est assez récent, difficile à comprendre, donc c'est pas très étonnant. Ça traite surtout du B2B, on ne touche pas le grand public. Donc c'est pas du tout étonnant qu'on ait du mal en termes de notoriété à se faire connaître. Donc vous avez une belle mission devant vous. Il y a du boulot et on ne le fera pas tout seul, clairement. Un peu de boulot. Olivier, vous aussi, vous avez identifié un problème d'image des métiers de la branche et vous avez quelques idées pour y remédier? Si je veux enfoncer le clou, hein, puisqu'il n'y a pas que dans le B2B, dans le B2C aussi, on a un déficit d'image, et déficit, ça veut dire une complète méconnaissance des métiers. Personne ne comprend ce que c'est qu'un installateur PAC ou un dépanneur de PAC. Voilà, c'est hors du scope de la connaissance à la fois des élèves, de leurs parents, des professeurs et d'un ensemble d'acteurs parties prenantes de la reconversion. Hein. On peut aussi parler des 3 millions de chômeurs ou des 2,8 millions, je ne sais plus, mais à qui on pourrait proposer de venir sur ces métiers, hein, et pour lesquels on a du mal à le faire. Alors, et puis je vais aller encore plus loin, hein, sur les jeunes, c'est une désertion complète des lycées pro sur les métiers du génie climatique. Ce n'est pas juste une difficulté
de temps passé sur des plateformes techniques, je pense. C'est au-delà, en fait, on a un déficit gravissime d'images et on n'arrive pas à attirer. Et c'est fort dommage puisque, il faut le répéter, toujours le répéter sans cesse, c'est que nous participons, nous contribuons, nous sommes des acteurs de la transition écologique. En fait, il n'y a pas de transition écologique sans pompe à chaleur quand on parle de rénovation thermique du bâtiment. Ce sont des métiers de passion et en général, on y met le doigt et puis assez vite, c'est le bras qui y passe. C'est des vidéos. Mauvaise image, hein, bien sûr. Donc il faut pousser tout ça, hein, il faut pousser des vidéos. Et alors on fait quoi donc on fait des vidéos pour mieux faire connaître les métiers avec des façons de parler aux jeunes, donc des vidéos pour les jeunes et pas des vidéos pour les quadras, hein, enfin, vous m'avez compris. Ensuite, on explique, hein, on fait des fiches métiers pour expliquer qui on est, ce que l'on fait, pour que des acteurs, on parle beaucoup des acteurs de la reconversion de Pôle emploi, par exemple, s'en saisissent et proposent en fait ce genre de métier en en parlant en toute connaissance de cause. Voilà, c'est que il faut qu'ils se saisissent en fait, et il faut que nous, entreprises, nous les aidions à se saisir de cette connaissance. Voilà ce qu'on fait. Là aussi en perspective. Alors, en deux mots, une dernière question pour chacun de vous. Vous allez répondre. Alors, en deux mots, je vais vous demander, parce le temps file. Est-ce que vous pensez que les seules actions volontaires de la branche pourront vous permettre d'atteindre ces objectifs? Frédéric? Alors, clairement, on espère effectivement être soutenu par les pouvoirs publics à la fois sur la notoriété et puis sur le fait de comprendre que nous avons besoin de temps et par exemple, au niveau de la formation, les investissements sur notamment les plateaux techniques pour les nouvelles technologies et les nouveaux fluides soient dotés au niveau national. Et au passage, je souligne qu'il y a aussi un futur déficit de formateurs. Là, en faisant le tour des établissements, on s'est rendu compte que pour beaucoup, ils s'inquiétaient parce que départ en retraite et pas forcément de remplacement. Et si on n'a pas de formateurs, ça ne va pas arranger notre... Plus la tension sur les salaires qui font qu'ils ont plutôt tendance à retourner vers les entreprises. Donc il faudrait sortir de ce cercle qui n'est pas vertueux. Ouais. Voilà. Et du temps, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, du temps aussi pour assimiler les nouvelles réglementations. Un peu de temps. Oui. Olivier? Puisqu'on est dans une cérémonie de vœux, on va faire un vœu. C'est bien. Le vœu, effectivement, que les pouvoirs publics se saisissent de toutes ces problématiques. Le froid, la pompe à chaleur dans la transition écologique, c'est un fait avéré, des faits quantifiés. Donc, il faut qu'ils s'en saisissent, à la fois pour les technologies, la réglementation, les aides, les lieux d'information, etc. Et les métiers. Il faudrait une grande ligne directrice de communication, par exemple par France Rénov', qui a été lancée il n'y a pas longtemps, et qui dirait, voilà, jeunes de toute la France, vous êtes les bienvenus dans ces métiers de long terme où vous pouvez faire carrière de manière très diverse, et puis où vous pourrez gagner de l'argent, et vous allez contribuer activement à la transition énergétique, écologique, environnementale, vous qui en parlez beaucoup, messieurs les jeunes. Donc flécher un peu les fonds disponibles pour la transition énergétique vers les ressources humaines aussi qui sont indispensables pour mettre en œuvre et entretenir ces équipements. Merci à tous les deux. Merci. Donc on vient de le voir, le contraste est saisissant entre les besoins de recrutement des installateurs frigoristes depuis des années et les nouveaux besoins exprimés par la filière des pompes à chaleur notamment. Donc comment aider toute la filière de l'ensemble des métiers du froid à monter en puissance? C'est une question que nous allons poser au président de l'Association française du froid, Gérald Cavalier. Bonjour. Bonjour. Alors Gérald Cavalier, on parle d'au moins 20 000 recrutements sur 10 ans dans les métiers du froid, mais c'est sans doute davantage. En réalité, c'est crédible à vos yeux? 20 000, je dirais plutôt vocations par an, oui, c'est crédible. Je pense que les interventions des représentants de nombre de syndicats et d'associations professionnelles nous en ont convaincus au cours de l'heure écoulée. Nous avons besoin, depuis la recherche à l'utilisation du froid, en passant par la construction, l'installation, le service,
de nombreuses personnes sur un marché qui augmente. Le froid, c'est 5 milliards d'équipements dans le monde, c'est 365 millions d'équipements vendus chaque année, c'est-à-dire 1 million d'équipements frigorifiques par jour. Il faut les construire, il faut les installer, il faut les entretenir, et pour ça, on a besoin d'ingénieurs, de techniciens, de chercheurs, d'opérateurs, et dans tous les métiers que je viens de citer, dans tous les secteurs d'application du froid. L'alimentaire, la santé, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, mais c'est aussi le conditionnement d'air, le spatial, les télécommunications, le sport. L'ensemble des maillons de la société utilisent du froid aujourd'hui, et il faut des gens derrière ce froid, même si on ne le voit pas. On ne voit pas le froid, mais on a besoin de gens pour le faire, pour le fournir tous les jours et à chaque instant. Donc 20 000 vocations, c'est vraiment un minimum, mais alors c'est pas 20 000 vocations annuelles quand même, si? Quand vous écoutez les chiffres de l'emploi dans la profession qu'ont donné les différents segments, que vous les additionnez, eh bien vous voyez que c'est à peu près ce que recrutent les différents acteurs, quand on inclut aussi toutes les applications du froid, et il faut recruter cela, et vous l'avez compris, ce sont des métiers de passion et donc de vocation, et pas seulement de recrutement. Parce que finalement, les métiers du froid dans le monde, ça représente pratiquement autant d'emplois que l'automobile. Oui. C'est ce que vous me disiez l'autre jour en préparant cette émission, avec des métiers qui sont forcément beaucoup moins identifiés. Alors comment ça s'explique et puis comment on rétablit l'équilibre? Alors ça s'explique parce que le froid est très divers, il est partout dans notre société, on l'a vu à travers les différentes présentations, et donc forcément moins visible et moins homogène que ne peut l'être la filière de l'aéronautique ou de l'automobile. Et comment on fait? Eh bien, on fait connaître le froid. Je crois qu'on en a parlé jusqu'ici avec les différentes interventions. Il faut faire connaître le froid au plus grand nombre, parce que pour recruter, il faut certes des gens formés. Pour des gens formés, il faut des formations, mais aussi il faut des candidats. Et donc il faut des gens qui viennent vers ces métiers du froid, il faut susciter ces vocations. C'est aussi une des missions de l'AFF depuis bientôt 120 ans, de faire connaître le froid au plus grand nombre. Et en lien avec toutes les associations qui sont intervenues et toutes celles qui œuvrent dans le domaine du froid, les associations professionnelles, les syndicats, les fédérations, avec ce travail collaboratif qui est fait par tous les acteurs. Ça s'est manifesté par une grande exposition sur le froid à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à la Villette, qui a attiré plus de 300 000 visiteurs en France. C'est un succès à renouveler sans doute, par des manifestations dans les lycées, dans les écoles, pour faire connaître le froid auprès du plus grand nombre, par nos actions de sensibilisation, des programmes, un programme de certificat d'économie d'énergie dans la climatisation dans les dômes par exemple, et la participation aux autres programmes sur le froid, et il y a encore du travail à faire en la matière, et puis un certain nombre d'actions pour faire rayonner le froid en France et dans le monde. La France accueillera, organisé par l'AFF et l'ensemble des professionnels du froid, le prochain congrès international du froid à Paris en 2023. Le premier a eu lieu à Paris en 1908. C'est le retour de cette manifestation qui se tient tous les 4 ans. C'est un travail important que de faire connaître le froid et de sensibiliser les gens à son importance dans la société. Et puisqu'on parlait de vœux, tout à l'heure Olivier parlait de vœux, on a beaucoup parlé des pouvoirs publics, mais pour paraphraser John Kennedy, faut-il se demander ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour les métiers du froid, ou bien ce que les métiers du froid peuvent faire pour les pouvoirs publics? Celle-là, je l'avais notée, parce que tous les coups on se plaint. Alors, je lui aurais répondu les deux, Monsieur le Président, mais surtout, il faut se demander ce que peut faire le froid pour la société, ce que peut faire le froid pour la planète, pour l'environnement et pour l'humanité. Et il peut beaucoup. On l'a vu, le froid est partout, il est indispensable. Alors oui, on peut voir les mauvais côtés du froid qui sont le fait que le froid a un impact environnemental, consomme de l'énergie, a un effet direct sur l'effet de serre avec certains fluides. Bien sûr, mais il y a aussi des atouts. Le froid permet d'éviter les pertes alimentaires, permet de conserver les produits, permet de stocker de l'énergie, permet
de réduire les pertes d'énergie dans la distribution, etc. Et donc, nous avons un froid qui est utile et qui a un coût. Et donc, nous devons œuvrer tous ensemble à construire une balance du froid qui soit positive. Hein, on construit des bâtiments à énergie positive, et bien on doit aller dans le même sens pour ce qui est du froid. Ça nécessite de l'innovation, ça nécessite de la qualité, ça nécessite de mobiliser l'ensemble des acteurs depuis la recherche jusqu'à l'utilisation du froid et les bonnes pratiques chez les professionnels, mais aussi les bonnes pratiques chez les utilisateurs, chez monsieur et madame tout le monde qui utilisent du froid. C'est une des vocations de l'AFF qui a été créée par les pouvoirs publics, par des ministères, par des ministres, et qui, depuis son origine, réunit les professionnels, les industriels, les administrations, les politiques, pour développer une politique publique qui soit efficace en matière de froid. Et donc, on relie l'intérêt, c'est pas ce qu'attendent les professionnels de l'État et ce que l'État attend du froid, c'est les deux. Hein, et c'est une opération qui doit être gagnante pour la société, pour la planète. Nous devons œuvrer à un froid durable qui rendra des services à l'humanité de manière durable, réduire son impact. Et à l'heure où on parle de réindustrialisation, à l'heure où on parle de réduire le chômage, on est dans un secteur qui crée de l'emploi, qui a une croissance, qui continuera dans les prochaines années, et donc qui continuera à créer de l'emploi de qualité dans notre pays. Et je dirais, vive le froid, vive l'emploi. Oui, parce qu'on parle des métiers du froid, c'est clairement le froid, parce que ça part des fluides frigorigènes, mais c'est également du chauffage, et on l'a dit, du stockage d'énergie, de la récupération d'énergie. Il y a un potentiel énorme avec une grande efficacité énergétique. Tout à fait. Le froid en soi n'existe pas. Le froid, c'est enlever des calories. Il n'existe pas, mais on l'a inventé. Et pour ça, il faut derrière des cerveaux et des mains pour construire ce froid durable, ce froid qui est un des maillons indispensables de la transition énergétique et de la transition écologique. Donc vous disiez, vive le froid. Vive le froid et vive l'emploi pour 2022 et pour les décennies à venir. Merci Gérald Cavalier, merci à tous. On a peut-être quelques questions éventuellement. Eric, qui est derrière l'ordinateur, va nous faire la régie. Oui, alors, pas de questions des participants, mais plutôt des remarques sur la confirmation d'une nécessité d'adaptation des cursus de formation par rapport aux besoins effectivement, techniques, et surtout de travailler sur l'attractivité des métiers et sur le développement de cette filière professionnelle par des actions concrètes. Voilà, donc c'est à peu près une synthèse, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de questions, mais plutôt des remarques en disant oui, voilà, vous avez raison, etc. Donc je ne vais pas... Oui, voilà, je vais pas exprimer toutes les expressions qui ont pu être prises. Par contre, je crois qu'il y a une représentante du ministère de la Transition écologique qui souhaitait nous dire un petit mot, puisqu'elle a participé à ses vœux. Donc, je lui ai laissé la parole. Je ne sais pas si Marion, vous avez... Marion Richard. Marion Richard, donc de la DGPR. Vous avez la possibilité... Qui est en ligne. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Je vous remercie de m'avoir invité. C'était très, très intéressant et je partage, je comprends tout à fait votre préoccupation. Moi, je voulais juste ajouter que le ministère de la Transition écologique se mobilise plus que jamais sur le sujet de la formation dans les métiers du froid. Nous travaillons en particulier en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale pour faciliter l'embauche de ces futurs diplômés au sein de la filière du froid. En particulier, en 2021, nous avons créé une passerelle pour 2 diplômes du baccalauréat professionnel, maintenance et efficacité énergétique, et également métier du froid et des énergies renouvelables. Cette passerelle a permis va permettre de valider également l'attestation d'aptitude sans devoir repasser les épreuves théoriques et les épreuves pratiques, ce qui devrait aider grandement également les professionnels au moment de l'embauche en limitant également les coûts associés.
Il y a des pouces qui se lèvent là dans la salle. Hein. Et, nous avons également participé au groupe de travail pour la création d'un titre professionnel, le titre professionnel technicien en froid embarqué routier. Voilà, donc nous, à chaque fois que nous avons ce type d'invitation, nous répondons positivement pour pouvoir également apporter notre pierre à l'édifice. J'ai entendu beaucoup parler de réglementation. C'est vrai que 2022 verra la révision du règlement européen dit règlement F-Gaz et qui positionnera encore plus fortement les fluides alternatifs au cœur du métier. Le challenge, je pense, de la filière froid sera de prendre en compte les enjeux du climat également, mais ça, je l'ai beaucoup entendu durant l'heure passée, hein, pour pouvoir attirer les jeunes dont le climat est une des principales préoccupations. Et je pense que ça peut être aussi vraiment un axe de communication et d'attractivité. Bien, merci. Merci de m'avoir laissé ces 2 minutes pour pouvoir intervenir. Merci Marion Richard. Et un dernier mot de conclusion? Ben, je crois que l'intérêt, on retrouve avec l'intervention du ministère, de travailler tous collectivement, et ces vœux du froid en témoignent. Nous avons réussi à mettre autour de la table 10 associations, syndicats, fédérations professionnelles. C'est les vœux de l'ensemble d'un secteur d'activité. Je pense que c'est important, c'est quelque chose qui se renouvelle depuis plusieurs années, prendre l'ampleur, et nous vous souhaitons à tous une excellente année 2022 en vous donnant rendez-vous pour les vœux du froid 2023 avec encore plus de représentativité de l'ensemble des professionnels du froid et de leurs partenaires publics, des ministères, mais aussi de l'ensemble des élus et des administrations au sens large. Et en tout cas, on remercie tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant au nom de l'ensemble des associations présentes et de l'ensemble des professionnels du froid que nous représentons tous ici et qui sont ravis de vous avoir eu, et la présentation et les débats seront enregistrés. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, vous pourrez les écouter en différé si vous le souhaitez. Merci à tous et bonne année 2022 au nom de l'ensemble des professionnels du froid et de ses applications. Allez, je vous pique votre slogan, je le répète, vive le froid, vive l'emploi. Merci, à bientôt.